Merci à tous et à toutes d'être là. Et voilà, donc nous, cet après-midi, avec mon collègue Gilles Billen, on va vous parler des bassins versants et des apports par les bassins versants. Les deux autres collègues de la communication n'ont pas pu venir, mais bon, ils ont été pas mal associés à cette étude. Et donc, d'après toutes les discussions que nous avons eues ce matin, il doit être clair, enfin je pense qu'il est clair que effectivement les apports à la zone côtière sont essentiellement liés aux apports par les bassins versants. Alain nous a parlé effectivement des upwelling et des apports par l'océan qui étaient relativement faibles par rapport à tous les apports continentaux. Alors, les grandes questions que nous posons, donc c'est pourquoi et comment les rivières apportent les nutriments à la mer et comment ces nutriments, se répartissent entre les zones rurales et les zones urbaines. Et pourquoi c'est facile d'agir sur les apports qui viennent des villes, donc sur les apports ponctuels. Et pourquoi c'est au contraire difficile d'agir sur les apports de l'agriculture qui sont les apports diffus et comme le nom l'indique, eh bien, ils sont un petit peu partout. Alors, l'hypothèse que nous avons faite et que nous faisons, c'est qu'effectivement, ce qui conditionne ces apports à la mer ou à la zone côtière dépend de tout un système agroalimentaire, donc à travers la production, la transformation et la distribution de la nourriture. Et tout ce système agroalimentaire s'accompagne de fuites d'éléments nutritifs vers les réseaux hydrographiques et, in fine, évidemment, à la zone côtière où on a vu ce matin les blooms d'algues indésirables que ça occasionne. Alors, l'état des lieux, vous avez ici les flux d'azote apportés par les fleuves du domaine qu'on a étudié. Donc, voilà, je vous rappelle ce domaine de Manche, Seine et Picardie, ce qui est quand même quelque chose de nouveau que nous avons fait dans le cadre de Flamme, puisque, nous avions eu un précédent projet avec le GIP Sénaval où nous avions commencé à implémenter la modélisation et documenter forcément ces modèles avec des données pour les régions, pour les bassins versants nord de Normandie, mais nous avons étendu cette approche, à toute cette façade nord de la France. Alors, vous avez en haut les flux de nitrates en kilotonnes par an qui sont apportés par les différentes rivières, et ces flux sont des moyennes pour les années donc, de 2002 à 2014. Alors, vous voyez que les petits bassins versants, on en a parlé aussi ce matin, ils ont des flux qui sont quand même beaucoup plus faibles que ceux de la Seine. Vous voyez qu'on a une interruption d'échelle, là. Donc, on a de l'ordre de 120 pour la Seine et de l'ordre plutôt de 5, entre 3 et 7 ou 8 pour les autres rivières. Donc, voilà, effectivement, en flux, la Seine apporte beaucoup plus. Alors, quand on compare ces flux avec un indicateur de potentiel d'eutrophisation, donc cet indicateur, on le calcule à partir des flux à l'exutoire de nos rivières, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un indicateur potentiel, parce qu'après, il faut voir à la zone côtière si cette potentialité est effectivement avérée. Donc, on voit effectivement que notre indicateur, qu'on appelle NICEP, donc ICEP c'est pour Indicator of Coastal Eutrophication Potentiel, donc potentiel d'eutrophisation vis-à-vis de l'azote, et qui représente l'excès de l'azote par rapport à la silice. Je ne reviens pas sur la silice, mais la silice, quand même, j'y reviens un petit peu, c'est un élément qui arrive en concentration constante
depuis pas mal de temps. Il faudrait un gros changement climatique pour qu'effectivement ces concentrations augmentent. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de lessivage et une augmentation forte de température pour que cette altération des roches augmente. Donc on voit bien que l'azote ici est largement en excès, hein, parce que si l'azote était égal à la silice, on serait autour de 0. Hein. Donc voilà, donc que tout ce qui est au-dessus en positif représente l'excès d'azote par rapport à la silice. Donc on voit que effectivement, on a une forte potentialité d'eutrophisation vis-à-vis de l'azote. Alors, l'azote est responsable, est potentiellement responsable de l'eutrophisation, mais ce que l'on peut voir par rapport à une longue chronique, c'est que, en concentration d'azote de la Seine à Pose, donc à Casny, à l'exutoire du bassin versant, on voit qu'on a une longue tendance à l'augmentation depuis les années 90 jusqu'aux années 2012, grosso modo, et que récemment, on a quand même une tendance à la diminution en concentration. Donc une diminution récente qui est visible, donc il faudra voir, sur le long terme, si cette concentration en baisse est maintenue, quoi, hein. Mais en fait, on ne sait pas, on n'a pas encore étudié suffisamment l'origine de cette diminution, si c'est seulement la diminution liée au traitement plus performant dans les stations d'épuration ou si cette diminution est liée aussi aux efforts qui ont été consentis par les agriculteurs sur les pratiques agricoles. Donc il est bien probable que ça soit un peu des deux. Alors, le phosphore est aussi apporté par les bassins versants. Donc le phosphore est apporté à la fois par les apports diffus et par les apports ponctuels. Et quand on calcule donc l'indicateur d'eutrophisation, donc c'est toujours l'excès de phosphore par rapport à la silice, eh bien on voit que le travail a quand même été fait. Hein. Ça veut dire que la diminution du phosphore par le traitement des eaux usées a porté ses fruits et que, grosso modo, le potentiel d'eutrophisation lié au phosphore est désormais plutôt faible, quoi, à part un petit peu dans la Seine où il est positif ou dans l'Arc où il est positif, mais bon, je veux dire, c'est quand même le rôle du phosphore apparaît de manière assez limitée. Alors, là, je vous montre l'évolution du phosphore dans la Seine à Pose, donc toujours l'exutoire, et on voit cette tendance très très nette à la diminution depuis les années 90 jusqu'aux années 2014. Et là, je pense que, du point de vue des apports ponctuels, à mon avis, on ne peut plus faire grand-chose, quoi, hein. Le travail a été fait. Alors, plus précisément, on va revenir un petit peu sur les origines diffuses ponctuelles de l'azote et du phosphore. Donc là, sur le domaine que l'on a modélisé, vous voyez toutes les stations d'épuration que l'on a documentées pour implémenter notre modèle. Donc évidemment, celles qui sont autour de Paris et notamment à Cher, évidemment, cette station est la plus importante et domine l'espace, je dirais. Donc pour les origines ponctuelles, l'azote et le phosphore sont relativement bien traités. On a vu la diminution du phosphore très importante, et puis du point de vue de l'azote, on sait que la station d'épuration d'Acher et les stations parisiennes d'une manière générale, qui représentent quand même un gros pourcentage des apports quasiment à l'échelle de la baie, de la zone côtière, on sait que depuis 2007, il y a de la nitrification qui traite très bien l'ammonium, et que donc l'ammonium est transformé en nitrate et qu'il y a de la dénitrification à 70%. Donc il y a grosso modo plus de 30% des apports ponctuels qui sont rejetés dans les rivières.
Alors, pour ce qui concerne l'origine diffuse de l'azote ou du phosphore, ben, il n'y a pas de doute que l'azote provient en majorité de l'agriculture, tant des prairies que des zones céréalières. Alors, le phosphore, donc le phosphore, je vous le disais, il est apporté à la fois par les apports, il est d'origine urbaine, par les effluents de stations d'épuration et par les apports diffus. Donc on peut voir depuis 1984 les proportions entre apports diffus et apports ponctuels qui ont beaucoup changé. On voit que dans les années 80 jusque dans les années 90, donc c'était l'époque où on a arrêté, où on a abandonné les phosphates dans les lessives, on voit que les apports urbains de phosphore dominaient largement les apports diffus. Et maintenant, si on regarde autour de 2006 jusqu'à maintenant, ben, on voit que la situation s'est inversée, qu'il y a eu d'abord un équilibre entre les apports diffus et les apports ponctuels, et que maintenant, les apports diffus représentent un peu plus que les apports ponctuels. Alors, l'azote diffus et ponctuel, donc là c'est un système, bon, on a besoin de l'étayer un petit peu parce qu'on voit bien que c'est sur l'azote qu'il va falloir, je veux dire, acter, agir. Donc, on étudie donc le système agroalimentaire. Donc, par exemple, pour le bassin, pour le département de l'Eure, eh bien, on a 600 000 habitants et on sait que ces 600 000 habitants consomment grosso modo 8 kilotonnes d'azote par an. Donc, ces 8 kilotonnes d'azote sont excrétées. Je veux dire, on ne retient pas beaucoup d'azote, enfin, surtout à notre âge où on n'est pas censé grandir. Voilà. Et donc, cette excrétion d'azote est répartie d'une manière approximative entre les stations d'épuration et puis une autre fuite qui va vers les hydrosystèmes, de sorte que les flux à la mer représentent 13 kilotonnes d'azote par an. Il y a un petit peu de rétention. Bon. Et on voit donc que pour nourrir cette population avec ces 8 kilotonnes d'azote par an, eh bien, il y en a une partie qui vient de la production des terres arables et puis une partie qui vient de l'alimentation par la viande, par le bétail donc. Et que, bien sûr, je veux dire, ce bétail, on le nourrit à partir de la production agricole, à partir de la production céréalière. Le bétail, on le nourrit aussi sur des prairies. Et puis, on doit apporter quand même des aliments pour ces animaux. Et tout ça, ça ne suffit pas. Ça pourrait suffire à l'alimentation humaine s'il y avait une répartition un peu différente, mais pour nourrir la population de l'Eure, eh bien, on voit qu'il y a une importation des produits animaux pour environ moitié par rapport à la production de bétail. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi on apporte de l'aliment pour le bétail et pourquoi on apporte de la viande? Eh bien, parce qu'on exporte beaucoup. Je veux dire, voilà, l'Eure est exportatrice de la production végétale et on arrive à exporter parce que, je veux dire, on nourrit cette production végétale avec des engrais chimiques, un petit peu de fixation biologique, mais ça représente très très peu. Donc voilà un petit peu le schéma de circulation de l'azote. Donc les apports ponctuels, on les voit en provenance des stations d'épuration et puis les apports diffus qui dépendent effectivement des terres arables et des prairies et tout ça est lessivé vers les milieux aquatiques. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce qui est lessivé, on peut l'estimer à partir des surplus. Alors, le surplus, c'est la fertilisation
moins le rendement. Et on voit que quand on établit le graphe des rendements en fonction de la fertilisation, eh bien, on voit apparaître un surplus, hein, qui est l'écart entre la diagonale et la courbe que vous voyez depuis 1892 jusqu'à maintenant en 2006. Donc on voit que par le passé, hein, quand la fertilisation était d'environ 50 kg d'azote par hectare et par an, eh bien on voit que cette courbe était assez proche de la diagonale. Mais plus on a fertilisé, plus le surplus a été grand. On voit aussi que depuis les années 80, il s'est quand même passé des choses, hein, puisque on a visiblement amélioré le rendement à fertilisation égale, ce qui a permis de diminuer le surplus, mais il n'empêche que ce surplus reste encore assez élevé, même s'il diminue maintenant. Voilà, donc si vous voulez, il apparaît très clairement qu'avec l'eau infiltrée que l'on peut considérer moyenne dans cette région, eh bien, pour être inférieur à 50 mg de nitrate par litre dans les eaux souterraines, eh bien, il faudrait que le surplus soit inférieur à 30 kg d'azote par hectare et par an. Et on voit bien que malgré les efforts qui ont été faits, eh bien, on reste au-dessus encore actuellement. Alors, on peut comparer cette évolution du surplus avec les nitrates dans les aquifères et on voit très bien l'augmentation de ces concentrations dans les aquifères depuis les années 80 grosso modo et qui perdurent actuellement, hein, parce que la baisse, je veux dire, les aquifères ont des temps de résidence tellement élevés qu'on ne va pas voir une diminution tout de suite même si les efforts sont grands. Et on voit bien aussi que la qualité de l'eau à Ivry-sur-Seine, donc juste à l'amont de Paris, eh bien, a suivi aussi cette tendance. Voilà, donc avec tout ça, on peut, je vous ai donné l'exemple de l'Eure, mais on peut regarder, donc l'Eure, c'est pas là où il y a le maximum de surplus, hein, il y a d'autres départements où là où c'est rouge, les surplus sont de l'ordre de 80 à 100 kg d'azote par hectare et par an, donc des surplus qui vont être difficiles à diminuer rapidement. Voilà, donc quand on est à ce stade de la documentation et de l'analyse de nos données, eh bien, avec cette organisation de la chaîne agroalimentaire, on peut calculer la charge brute et les apports ponctuels en termes d'azote et de phosphore vers les bassins versants. Les pratiques agricoles nous permettent aussi de calculer les surplus, donc tant pour les terres arables que pour les prairies, ce qui nous permet d'accéder aux concentrations lessivées, hein, à la lixiviation de l'azote et qu'on répartit en fonction de l'usage du sol. Donc voilà ce qui nous permet de documenter un cœur de modèle qui, lui, est représenté à travers une description assez fine du réseau hydrographique et moyennant les contraintes climatiques et hydrologiques, eh bien, on a un modèle des processus qui ressemble étrangement forcément à celui que vous a montré Alain Ménez-Gouin ce matin pour les milieux marins. Et toutes ces contraintes étant documentées, eh bien, on peut calculer la qualité de l'eau et le flux aussi des nutriments aux exutoires. Et c'est effectivement ce qu'on fournit à nos collègues des milieux marins pour nourrir leur modèle. Donc voilà, en conclusion, on peut dire qu'on sait quantifier les flux de nutriments, on sait quantifier le flux des nutriments et qu'on a mis en évidence un excès assez important d'azote par rapport à la silice et que l'excès de phosphore, s'il était effectivement vrai il y a 20 ans, maintenant on sent qu'on est en équilibre
le phosphore est en équilibre par rapport à la silice. Donc, je vais laisser la parole à Gilles Billen qui va vous parler, lui, des scénarios que l'on peut faire à partir de ces constats.